Le temps est maintenant venu de faire une petite conclusion sur toutes les notions que nous avons découvertes ou redécouvertes au cours des vidéos de cette journée. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'informations et que c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc dans cette conclusion, je vais essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ce que nous avons vu et surtout comment l'exploiter de manière la plus efficace possible. Alors, nous avions vu que les castes partaient tous d'une certaine action de caste particulière qui était la conversion. La conversion était ce qui allait nous permettre de transformer les bits d'une valeur vers le codage d'une autre valeur, d'un autre type, afin de pouvoir effectivement convertir cette valeur. Souvenez-vous des entiers, des flottants, des doubles, que la représentation des bits, le codage de ces types était différent. Et que donc pour passer d'un type à l'autre, nous allions avoir besoin de convertir ces valeurs. Nous avons également vu qu'il existait un type de conversion particulier qui était la conversion identitaire. C'est-à-dire que les bits, après conversion, n'ont pas été réorganisés. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes bits dans le même ordre. Ce type particulier de conversion identitaire s'appelle une réinterprétation. Nous avons vu ensuite que les réinterprétations allaient nous permettre de pouvoir travailler avec des types d'adresses plus génériques, plus précis et d'avoir un jeu intéressant. Et qu'en particulier, il existait des types particuliers de réinterprétation. J'ai cité l'upcast, le downcast, qui allait nous permettre de naviguer dans une hiérarchie verticale de classes. Et nous avons vu également qu'il était possible de réinterpréter un type sur le qualifieur de type pour pouvoir ajouter ou pas le mot-clé const, et ça marchait aussi pour le mot-clé volatile, même si c'était moins intéressant ici. Donc toutes ces actions cast, c'est quelque chose que peut-être vous sentiez un peu intuitivement, mais là j'espère qu'après ces vidéos, vous avez une bonne idée du vocabulaire et des sémantiques qui sont associées. Nous avons vu également que C++ allait vous proposer 4 castes, en tout cas, enfin 5 en comptant l'implicite, 5 castes contre 2 seulement pour le C. Donc nous avions l'implicite cast, le static cast, le dynamic cast, le réinterprète cast et le const cast. Et également que nous avions le bon vieux C-cast que nous n'utiliserons plus jamais en C++, mais qui reste présent pour des raisons de legacy, tout simplement. Pour remettre de l'ordre dans quel cast peut faire quelle action de cast, je vous propose d'étudier ensemble une petite table qui va résumer tout ça de manière un peu synthétique pour qu'on puisse s'y retrouver. Bien évidemment, je vous encourage à aller consulter cette table pour référence dans le futur lorsque vous aurez besoin de vous rafraîchir un peu les idées à ce sujet. Alors, nous avons ici une première petite table où je vais avoir en colonne les différentes actions de cast à notre disposition, à savoir, est-ce que je souhaite faire une conversion, une réinterprétation, un upcast, un downcast ou une réinterprétation de qualifieur de type. Ici en ligne, les différents casts, donc le cast implicite, static cast, const cast et réinterprète cast. J'ai ajouté pour information, pour qu'on puisse également comparer, le vieux cast C legacy pour qu'on voit d'ailleurs que le cast C permet un peu trop de choses. Commençons par lui justement. Nous voyons que le cast C ici est capable de faire des conversions, des réinterprétations, des upcasts, des downcasts et des réinterprétations de qualifieurs de type. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle de ces actions de cast le cast C va réaliser dans un contexte C++. Ça peut être l'une, ça peut être l'autre, ça dépend. Alors, ajouter un petit peu de hasard dans la programmation C++, c'est bien évidemment quelque chose qu'on souhaite éviter au maximum. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, plus jamais vous n'utiliserez le cast C dans vos programmes C++. Ce sera motif de perdre des points. Par contre, vous devez devenir expert sur quel cast C++ utiliser dans quelles conditions et surtout quels avantages ces castes vont nous apporter. Alors, les actions de cast qui sont à disposition d'un cast implicite sont les conversions et les upcasts. Nous avons vu ça à travers les différents exemples. Je ne me souviens pas d'ailleurs l'avoir dit explicitement, mais ici on voit dans ce résumé que l'implicite cast n'a toujours fonctionné que dans des contextes de conversion et des contextes d'upcast. Nous avons ensuite le premier cast C++ que nous avions découvert, le static cast. Le static cast va pouvoir être utilisé dans 2 environnements différents, celui de la conversion des valeurs simples, et également nous allons pouvoir l'utiliser dans le cas des upcasts et des downcasts où nous avons une maîtrise complète de l'arbre d'héritage. Nous savons d'où nous venons, nous savons où nous allons. Dans ce contexte-là, nous allons utiliser un static cast. Nous avons vu également que le static cast allait nous permettre un certain nombre de vérifications, mais garder quelques défauts quand même. En particulier, souvenez-vous que dans un arbre d'héritage, si on a un type réel qui serait la branche gauche et qu'on static cast une classe de base vers la branche droite ayant pour type réel la branche gauche,
le static cast ne nous empêchera pas de faire ce cast. Par contre, à l'exécution, on va avoir des problèmes. Toutefois, on avait vu que le static cast va nous permettre d'empêcher des casts entre des classes qui ne sont pas du même arbre d'héritage. C'est-à-dire qu'on a une hiérarchie cette fois horizontale. Le static cast nous empêchera de faire ces castes-là, puisque c'est quelque chose qui est censé ne jamais arriver. Il n'y a pas d'exemple réel, concret, intéressant où on pourrait souhaiter ce type de cast. Ensuite, nous avions vu le dynamic cast. Alors le dynamic cast, lui, était un cast très particulier puisque c'était le seul cast qui avait lieu au runtime, c'est-à-dire qu'il n'est pas effectué à la compilation, il est effectué pendant l'exécution du code. Que le dynamic cast rajoute quand même un certain nombre d'overheads de performance sur votre programme puisqu'il fait appel à ce qu'on appelle les Runtime Type Information de C++, les RTTI, et que pour activer les RTTI dans un code C++, il faut que la classe concernée ait au moins une méthode, c'est-à-dire une fonction membre virtuelle. Une fois que ces conditions étaient réunies, nous pouvons utiliser le dynamic cast. Et le dynamic cast avait l'intérêt de pouvoir vérifier si le transfert d'un étage à l'autre d'une hiérarchie de classe était réaliste, c'est-à-dire que ça comble le manque que nous avions au static cast finalement. Si je souhaite downcaster d'une classe mère vers une classe fille, mais que je ne sais pas à l'avance si le type réel de ma classe mère est bien la classe fille en question, grâce au dynamic cast, je vais pouvoir effectuer ce test runtime. Je vous avais également expliqué que c'était un des principes de base qui se cachait derrière la notion de plugin. Donc très intéressant, hein, le dynamic cast, c'est un cast que vous rencontrerez assez souvent. Alors bon, là je les ai inversés, c'est pas grave. Parlons du const cast. Nous avions vu que le const cast, lui, était le seul cast de C++ qui allait nous permettre de faire des réinterprétations de qualifiants de type. Alors lui, au contraire, c'est un cast que vous utiliserez très peu, et dans les rares cas où vous serez amené à utiliser un const cast, ce sera tout simplement à cause d'une erreur de design. Donc là, soit vous modifiez le code si vous avez accès, soit malheureusement vous faites un const cast pour pouvoir continuer à coder parce que ce n'est pas de votre faute. Ensuite, bon, j'ai inversé, mais le réinterprète cast, donc on avait vu que ça c'était le cast qui allait être le plus libre, qui allait nous permettre de faire des réinterprétations, des upcasts et des downcasts, mais cette fois sans aucun check sémantique, c'est-à-dire que vous pouviez faire rentrer un éléphant dans une souris avec les conséquences que vous imaginez. Une des utilisations les plus usuelles et les plus pertinentes du réinterprète cast, c'est dans le cas où on souhaite retyper des données que nous avons reçues brutes. Hein, souvenez-vous, vous avez parlé soit des données qui arrivent d'un socket ou quelque chose comme ça, où vous souhaitez retyper ces données vers un type utilisable dans votre programme. Dans ce cas-là, réinterprète cast est tout à fait indiqué. Alors, j'ai une deuxième table ici qui va nous donner un petit peu plus d'informations sur ce que les différents casts sont capables de faire. À savoir, est-ce que ces casts ont une vérification sémantique quelconque, hein, je les ai résumés ici rapidement, mais déjà on va voir que certains en ont et que d'autres n'en ont pas. Est-ce que le cast est fiable au runtime, c'est-à-dire une fois que le programme est compilé, est-ce que ça veut dire pour autant que notre programme va bien se dérouler? Bah, parfois non. Et est-ce que le cast est testé au runtime? Donc hein, on avait le seul cast et bien évidemment celui du dynamic cast. Donc le cast implicite, le static cast et le dynamic cast ont bien entendu des checks sémantiques, hein, comme on a vu à travers des différentes vidéos, ce qui n'est pas le cas du const cast ni du réinterprète cast. On voit au passage que le cast C legacy n'a absolument aucun check sémantique. C'est complètement la fête. Vous pouvez faire exploser votre programme pour un rien. Donc, plus jamais utiliser le cast C. Ensuite, nous avions vu, est-ce qu'une fois que j'ai casté, est-ce que mon programme est fiable au runtime? Dans le cas d'un cast implicite, étant donné qu'on n'avait que des conversions et des upcasts, bon, les conversions étaient également des conversions montantes, effectivement, notre programme va être fiable, il n'y a pas de risque d'exploser. Par contre, pour autant, il n'y a pas de test qui est réalisé à l'exécution. Dans le cadre d'un implicite cast, ce n'est pas très grave. Nous avons vu que pour le static cast, bien oui, nous avions un certain nombre de checks sémantiques qui étaient réalisés, en particulier de s'assurer que les deux types appartenaient bien à la même hiérarchie de classe et qu'ils n'étaient pas disjoints. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que notre cast est fiable au runtime. Souvenez-vous, quand je fais un static cast d'une branche à l'autre de mon arbre d'héritage, ça va compiler, mais à l'exécution, on aura des catastrophes. Et le static cast n'est pas évidemment testé au run. D'ailleurs, on aurait pu le déduire du simple nom du static cast, hein, statique effectué à la compilation, dynamique effectué au runtime. Alors dynamic cast maintenant, bien évidemment, on a des checks sémantiques puisque c'est ce qui va nous permettre de déterminer si on est bien dans une branche d'héritage qui nous convient.
Est-ce qu'il est fiable au runtime? Eh bien oui, puisqu'il va être en plus testé au runtime. Nous allons pouvoir vérifier que dans une situation qui fonctionne, et dans le cas où la situation ne fonctionne pas, une erreur est proprement générée que vous pouvez ensuite manipuler pour faire un retour utilisateur. Bref, votre programme n'explose pas lamentablement, vous gardez le contrôle. Et nous avons vu, bien que constcast et réinterprétecast, eux, n'avaient absolument aucun check sémantique, n'étaient pas fiables au runtime, n'étaient pas du tout testés au runtime. Donc des casts à utiliser avec discernement et intelligence. Donc voilà, j'ai bien conscience que ça fait énormément de choses à retenir. Les casts C++ c'est une notion assez complexe, je pense même que c'est une notion les plus complexes que vous aurez sur cette piscine. Prenez bien le temps de les apprivoiser, je vous recommande de vous documenter sur internet pour avoir d'autres versions des explications que je vous ai données. Peut-être qu'expliquer autrement vous comprendriez mieux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit faire très rapidement partie de votre arsenal de C++, puisque vous serez amené à utiliser des casts assez régulièrement dans le cadre de hiérarchie de classes complexes, d'un programme qui utiliserait des modules, enfin tout un tas de programmations un petit peu plus avancées que ce que vous aviez vu en C. Très vite, vous allez être confronté à des problématiques de cast, donc soyez bien à l'aise avec ça. Sachez choisir le bon cast en fonction du contexte. Bref, soyez intelligent, expérimentez, profitez de cette journée de piscine pour vous familiariser. Mais rassurez-vous, j'ai bien conscience que c'est compliqué et que ça va prendre un petit peu de temps. Mais le plus tôt vous allez vous y mettre, le plus tôt vous maîtriserez. Et bien voilà qui met fin à cette intéressante session de vidéo sur les casts en C++. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris plein de choses. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle série de vidéos. Au revoir.